En 2024, il y a eu 11 nouveaux milliardaires en France. Parmi eux, 7 sont des héritiers. Et ce n'est pas un hasard. L'héritage représente aujourd'hui 60% du patrimoine national français. En 1970, c'était à peine 35%. Pour un pays qui se dit méritocratique, c'est un sacré paradoxe. Si vous regardez cette vidéo, vous ne voulez pas forcément devenir milliardaire. Mais vous voulez sûrement acheter votre résidence principale, partir en vacances plus souvent, faire plaisir à vos proches, bref, vivre une vie agréable. Alors, la question se pose, s'enrichir par soi-même, est-ce encore possible dans la France de 2025 ? Et si oui, comment ? J'ai épluché près de 200 études et des milliers de données pour apporter une réponse définitive. Voici mes découvertes. En France, il y a environ 2,9 millions de millionnaires en dollars. Ça en fait donc le 3e pays avec le plus de millionnaires au monde. 5,4% de la population adulte française est millionnaire. Quand on entend richesse, nos cerveaux visualisent des villas sur la Côte d'Azur ou des jets privés. Mais dans la réalité statistique, être riche, ce n'est pas être millionnaire. Loin de là. La richesse en France, c'est avoir des revenus équivalents à 2 fois le salaire médian. Autrement dit, il faut gagner 4 056 € par mois net d'impôts pour une personne seule. Ce revenu, il peut provenir du travail, du capital ou encore des prestations sociales comme la retraite ou l'assurance chômage. Pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, on est plutôt sur 10 138 € net d'impôts par mois. 4,7 millions de personnes vivent au-dessus de ce seuil de richesse en France. Ça peut paraître beaucoup, mais ce nombre est en fait en déclin sur la dernière décennie. La richesse n'est pas qu'une question de revenus, bien sûr. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, le patrimoine entre en compte. Ce patrimoine est un stock de richesse qui peut prendre en valeur, produire des revenus passifs et se transmettre. Pour entrer dans le camp du top 10% français, il faut avoir 716 000 € de patrimoine brut. Ce patrimoine, il comprend vos crédits, ou alors 633 000 € net, c'est-à-dire une fois déduit les dettes. Sans surprise, les Français qui atteignent ce niveau de patrimoine le font grâce à la pierre, notamment grâce à l'achat à crédit d'une résidence principale. Mais faut-il vraiment acheter plutôt que louer ? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Fait intéressant, plus on est riche et moins on détient d'immobilier en proportion dans son patrimoine. Les actifs financiers et professionnels vont prendre progressivement le pas. On peut donc affirmer sans crainte que pour s'enrichir, il faut les ingrédients suivants. Augmenter son salaire, investir, entreprendre. La conclusion paraît évidente, mais maintenant, elle est étayée par des chiffres. Il reste un vecteur d'enrichissement dont on n'a encore pas beaucoup parlé dans cette vidéo, c'est l'héritage. En France, on estime qu'en moyenne, 60% du patrimoine des Français est tiré de l'héritage. En 1970, c'était seulement 35%. En termes de revenu national, l'héritage représentait moins de 5% dans les années 1950, contre 15% en 2010, selon les calculs de l'économiste Thomas Piketty. Bien sûr, ces chiffres décrivent des grandes tendances. On ne choisit pas où l'on est. Certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont peut-être hérité. Pourtant, vous ne vous sentez pas tous riches. C'est normal. L'héritage n'est pas une condition suffisante pour devenir riche. Par contre, c'est un coup de pouce. Il va vous aider dans votre création de richesse future. Dans les ménages qui ont hérité, le patrimoine brut moyen est presque 2 fois plus élevé que celui des ménages qui n'ont pas hérité. D'ailleurs, l'héritage n'est pas uniquement financier, il est aussi culturel. Avoir des parents d'origine favorisée procure un bonus moyen de 1 000 € de revenus par mois par rapport au fait d'être né dans une famille modeste. En France, l'inertie du revenu est estimée à 52%. Le revenu parental explique donc une grande partie du revenu de l'enfant une fois qu'il sera adulte. Un enfant de famille aisée a 3 fois plus de chances de rester dans le top 20% des patrimoines que quelqu'un qui est issu d'un milieu modeste. Seulement 9,7% des enfants français, issus des 20% les plus modestes, finissent par accéder aux 20% les plus aisés. Aux États-Unis, ce chiffre est à 16,5%. Si vous êtes riche aujourd'hui et que vous n'avez pas hérité, vous avez probablement plus de 60 ans. 43% de la richesse nationale est détenue par les plus de 60 ans. On fait la même observation dans la plupart des pays occidentaux. Revenons 30 ans en arrière. Aux États-Unis, en 1990, les baby-boomers détenaient 21% de la richesse nationale américaine à 35 ans. En 2019, les millennials, au même âge, détenaient seulement 3,2% de la richesse nationale. Nous pouvons donc à présent tirer de nouvelles conclusions qui sont claires. Le meilleur moyen de devenir riche, c'est déjà d'être né riche ou d'avoir vécu les 30 Glorieuses. Idéalement, les deux, comme Bernard Arnault ou encore Vincent Bolloré. Si vous ne vous retrouvez dans aucune de ces deux catégories, la suite de la vidéo est faite pour vous. Pour s'enrichir, il faut déjà vivre dans un pays qui permet l'enrichissement personnel. Mais est-ce le cas en France ?
En France, le modèle social, basé sur la redistribution, devrait créer un contexte plus favorable à l'enrichissement personnel qu'ailleurs. Les prestations sociales viennent augmenter le niveau de vie des plus modestes, tandis que les prélèvements diminuent celui des plus aisés. D'ailleurs, en France, les 40% les plus aisés contribuent fortement à la redistribution nationale et sont fortement contributeurs fiscaux nets. Autrement dit, ils donnent plus qu'ils ne reçoivent en service de l'État. Avant cette redistribution, l'écart de niveau de vie entre les plus fortunés et les moins fortunés est de 8,4. Après redistribution, il diminue fortement pour atteindre 4,3. Un excellent score puisque la moyenne de l'OCDE, après redistribution, est de 5,3. En comparaison, les États-Unis, connus pour leur système social qui est quasi inexistant, ont un ratio de 8,5 même après redistribution. Une faible inégalité, cela veut dire que plus de gens ont accès aux mêmes chances et donc, techniquement, au même levier d'enrichissement. La France est bien positionnée, mais encore bien loin du meilleur élève au monde, la Norvège, où ce ratio atteint 3,8. Mais attention, la Norvège, un pays parfait sur le papier, cache plusieurs secrets sombres. Mais ça, c'est une autre histoire. Malgré un pays plutôt égalitaire, il nous faut tout de même plus de 6 générations pour remonter d'un statut défavorisé à un statut plus élevé que la moyenne. Au Danemark, c'est seulement 4 générations. En Suède, entre 2 et 3. Sur l'impact du déterminisme social, la France est un mauvais élève, avec un classement de 21e sur 22 des pays de l'OCDE. Alors, est-ce que tout espoir est perdu d'être la première personne riche de votre famille? Vous allez voir que pas vraiment. 27,6% des hommes français ont connu une amélioration de leurs conditions sociales comparées à leurs pairs. À l'inverse, 15% ont connu une dégradation. Cela signifie qu'un homme a statistiquement plus de chances de mieux gagner sa vie que son père et de s'enrichir que l'inverse. Aux États-Unis, le pays où tout est possible, la mobilité sociale est souvent louée comme étant plus fluide dans la culture et dans les médias. Mais dans la réalité, l'immobilité est bien plus forte aux États-Unis qu'en France. 42% des enfants nés dans un quintile inférieur resteront toute leur vie dans ce quintile. Dans les pays européens, ce chiffre est aux alentours de 25 à 30% selon les études que vous consultez. C'est une preuve que malgré ses défauts, la redistribution reste la méthode la plus efficace que nous avons à ce jour pour donner sa chance à tout le monde. Quoi qu'il en soit, même si elle est freinée par la reproduction sociale, la mobilité sociale existe bel et bien en France. Ça y est, toutes les conditions sont réunies pour entamer notre ascension. Quand on est jeune et qu'on veut s'enrichir en France, une étape importante, c'est de déménager. Certains départements et régions freinent l'ascension, tandis que d'autres favorisent la mobilité ascendante. Cela s'explique tout simplement par la richesse relative d'une région par rapport à une autre. Une région pauvre offre moins d'opportunités économiques et moins de chances de s'enrichir. Dans cette section, je vais vous détailler tous les leviers de création de richesse révélés par notre étude statistique. Ils seront classés du moins risqué au plus risqué. L'éducation est souvent vantée comme l'un des principaux moteurs de mobilité sociale. En France, quand on dit éducation, on entend diplôme. Le diplôme ne garantit pas un salaire élevé en début de carrière. Son rôle est de valoriser vos compétences et de vous donner accès à des postes mieux rémunérés, que ce soit dans la direction ou en tant qu'expert. Les salariés titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ont un revenu 2,4 fois supérieur à celui des non-diplômés. Mais attention, tous les diplômes ne se valent pas. Accéder à une bonne école ou une bonne université peut paraître hors d'atteinte. Mais la filière, elle, reste un choix qui nous appartient dans une certaine mesure. Pour maximiser ses revenus, mieux vaut viser les filières de droit, économie, gestion, sciences, ingénierie, finance ou encore de médecine. Il n'y a pas encore d'études formelles qui l'attestent, mais après quelques recherches dans les bases de données des salaires, on peut estimer que ces filières rémunèrent en moyenne 300 à 1200 euros de plus que les sciences humaines, à titre d'exemple. Avoir un bon diplôme, c'est donc un très bon outil d'enrichissement à long terme. Mais le diplôme est loin d'être suffisant. Une fois diplômé, l'apprentissage ne doit surtout pas s'arrêter là. Les études sont unanimes sur le sujet. Continuer à développer sans cesse ses compétences est l'un des moyens les plus sûrs de s'enrichir. Comme dit Warren Buffett, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. En 2023, le salaire d'un ingénieur jeune diplômé se situe aux alentours de 36 000 euros bruts, contre 60 000 euros bruts de salaire médian pour un ingénieur tout âge confondu. Ne négligez pas non plus le pouvoir de la négociation. En 5 minutes de discussion, avec le bon état d'esprit, vous pouvez partir d'une offre de départ de 35 000 euros et finir par exemple à 40 000 euros. Pour cela, un petit conseil,
c'est d'expliquer ce que vous allez générer comme valeur pour l'entreprise plutôt que de penser à votre intérêt personnel. Grâce à ce genre de négociation, vous pouvez aller significativement augmenter votre revenu. Cumulé sur une carrière, cela peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus dans votre patrimoine. Être dur en affaires est une compétence qui n'a pas de frontières. D'ailleurs, d'après un groupe de chercheurs américains, le simple fait d'encourager les gens à négocier augmente à la fois le nombre de tentatives et les gains obtenus en compensation. Alors si cette vidéo vous a inspiré à renégocier votre salaire, laissez-moi un like. Bien préparer sa négociation salariale, c'est aussi se renseigner sur la manière dont l'entreprise partage sa création de richesse. Chez Finari, par exemple, tous les salariés ont une partie du capital. Mais certaines entreprises proposent aussi des mécanismes d'intéressement, de participation ou d'attribution régulière d'actions gratuites. C'est le cas, par exemple, d'Air Liquide, qui est la deuxième entreprise préférée de la communauté Finari. Si vous souhaitez savoir quels sont les autres investissements des utilisateurs Finari, vous pouvez le faire directement dans l'application. Actions, ETF, SCPI, crypto, ouvrez la section analyse pour comprendre dans quoi les autres investisseurs mettent leur argent et quelle part de leur patrimoine ces investissements représentent. Quand on est jeune, on étudie. Mais ce n'est généralement qu'autour de 30 ans qu'on commence vraiment à s'enrichir. 30 ans, c'est l'âge où on obtient ses premières augmentations salariales substantielles. Mais c'est aussi l'âge où l'on s'endette pour acquérir, par exemple, sa résidence principale. 50% des moins de 30 ans disposent d'un patrimoine brut supérieur à 20 400 €. L'accélération de l'enrichissement, et donc l'accumulation de patrimoine, se poursuit jusqu'à 60 ans pour culminer à 243 100 € en moyenne. La preuve qu'enrichissement ne veut pas nécessairement dire devenir riche. Néanmoins, la prochaine étape devrait considérablement accélérer votre trajectoire. En 2021, les revenus des 0,1% les plus aisés sont majoritairement issus du capital. A l'inverse, 90% de la population touche une écrasante majorité de ses revenus via son salaire. En moyenne, les Français mettent de côté 260 € par mois pour un taux d'épargne de 18,2%. La moitié de ce montant, soit 9% de l'épargne des Français, dort sur des livrets. Ces livrets, comme vous le savez, ne battent que très rarement l'inflation. En réalité, ce placement va venir vous appauvrir sur le long terme puisque vous allez perdre en pouvoir d'achat. Investir ces 260 € tous les mois dans un support qui bat l'inflation, comme la bourse par exemple, permettrait d'accroître votre patrimoine. Évidemment, il faut connaître et accepter les risques qui sont associés à cet investissement. Un ETF diversifié, comme un MSCI World, vous permet aussi d'investir dans 1500 grandes entreprises dans 23 pays développés. Son rendement annualisé depuis 40 ans, entre 7 et 8%. En utilisant notre simulateur gratuit, vous voyez qu'un épargnant qui commence à investir à 30 ans peut atteindre la somme théorique de 294 718 €. Concrètement, cette personne triple son épargne durant sa carrière. Attention, ce calcul ne prend pas en compte l'inflation. On va également ignorer d'éventuels investissements immobiliers qui permettraient d'utiliser l'effet de levier qui est associé au crédit. C'est un des rares avantages à utiliser en France, cité souvent comme un paradis bancaire par beaucoup d'investisseurs grâce à nos taux d'intérêt fixes. En étant suffisamment patient, vous pouvez vous hisser bien au-delà de la médiane nationale. L'investissement, c'est la raison d'être de la chaîne Finari. Beaucoup de Français n'imaginent même pas pouvoir accéder à ces leviers. Notre mission, c'est de rendre le pouvoir aux investisseurs en les éduquant. Dans les années 90, il y avait 7,2 millions d'actionnaires en France. En 2014, ce nombre est tombé à 3,7 millions. Aujourd'hui, il atteint à peine 3 millions. De moins en moins de gens investissent pour leur avenir. De moins en moins de Français ouvrent un PEA, une assurance vie ou un compte titre. Pourtant, les montants qui sont déposés sur ces enveloppes ne font qu'augmenter. Mon interprétation, les riches s'enrichissent et ceux qui pourraient s'enrichir ignorent les leviers qui s'offrent à eux. Le dernier levier d'enrichissement, celui dont on entend le plus souvent parler et qui est pourtant le plus risqué, c'est l'entrepreneuriat. Selon un article Forbes, 88% des millionnaires sont propriétaires d'entreprises. Il existe donc une corrélation très élevée entre entrepreneuriat et enrichissement. Autrement dit, le millionnaire a de sérieuses chances d'être entrepreneur. Mais entreprendre ne permet pas forcément d'optimiser ses chances de devenir millionnaire. Parfois, l'entrepreneuriat peut aussi se finir de manière catastrophique. Le fameux biais du survivant fait que l'on n'entend que très rarement parler de toutes les personnes qui ont essayé d'entreprendre mais n'y sont pas parvenues. Dans le monde des startups, la réalité c'est que 90% d'entre elles vont échouer. Une proportion minime, quelques dizaines, vont devenir des licornes avec des niveaux de valorisation énormes. En France, 40% des entreprises ne passent pas le cap de la 3e année. Mais passer le cap en mode survie ne veut pas dire réussir. Selon les données PayScale, l'entrepreneur américain moyen gagne 64 000 $ par an
contre un revenu moyen de 97 962 $. Mais entre l'indépendant qui privilégie la slow life, le boulanger qui se lève à 4 heures du matin ou le start-upper qui ne compte pas ses heures, la dispersion des revenus est considérable, tout comme le taux horaire. Ce chiffre ne permet donc pas du tout d'appréhender la réalité du terrain. Et cette réalité, il faut la regarder en face. Un entrepreneur qui réussit, c'est plutôt une rareté d'un point de vue statistique. L'entrepreneuriat peut être un levier d'enrichissement exponentiel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser en allant sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la voie la plus sûre vers l'enrichissement. Si vous souhaitez bénéficier des avantages de l'entrepreneuriat sans en subir les inconvénients, le mieux est encore de posséder des parts dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Pour ça, je vous renvoie à la partie négociation de cette vidéo.